Salut, salut. J'ai manqué à qui? Salut, salut. J'ai manqué à qui? Salut Ben, salut Nasser. Oh. Bon. Coucou ma Sabrina, vraiment. Aujourd'hui, je serai un peu plus que sérieuse, alors j'ai pas besoin d'être distraite, donc je compte sur toi pour bloquer, tu vois, comme tu fais souvent là, aussi vite que l'éclair, tu vois un peu non? Voilà, donc ma Sabrina, moi ça j'ai créé 3 comptes Facebook, on a supprimé les comptes en question, donc à un moment donné ça m'a saoulée, en plus comme comme actuellement, je suis coincée entre 2 boulots, c'était un peu chaud. Coucou la Twinnie Twins. Voilà, donc on se connecte, on partage et rassurez-vous, franchement, aujourd'hui, ça va aller très vite, d'accord? Déjà, je vais commencer même, hein. J'aurai pas le temps qui m'est imparti, franchement, pour ce que j'ai développé. Je vous montre, hein, ce que j'ai développé est quand même assez court. Donc, j'ai envie d'avancer un tout petit peu vite, quoi, pour qu'on puisse, que les gens puissent avoir l'occasion d'intervenir si possible. Vraiment, avec moi dans mon direct aujourd'hui, ce sera dans la possibilité la probabilité que vous puissiez intervenir. C'est pas vraiment si je n'arrive pas à terminer ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vous dis bonsoir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, c'est moi, c'est Stella, hein. Il n'y a rien de neuf à ajouter ou enlever sous le soleil, voilà. Aujourd'hui, je vais apporter un plus parce que j'ai quand même pris le temps de faire toute une étude. Franchement, c'est une étude, des recherches, une étude et des recherches sur le terme, ce qu'on appelle le changement, en fait. Donc, il y a les gens... Voilà, j'arrange très bien là. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai fait une étude sur le thème du changement. Coucou, fruits de mer. Ma fruit de mer. Alors, beaucoup de personnes, je vais dire les Camerounais qui sont désireuses de changement, les personnes camerounaises bien sûr, qui sont désireuses de changement, emploient très souvent le terme changement. Les résistants, les combattants, et je vais me permettre également de dire des pseudo-combattants, on a l'habitude de se prévaloir et en fait, changement est devenu un slogan au même titre que Bia Must Go. Et à un moment donné, en fait, moi particulièrement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les slogans. Parce que les slogans, c'est fait pour attirer l'attention. Et après, on passe à autre chose, on oublie facilement, ou alors on ne prend pas vraiment en compte l'impact, le véritable impact profond du message qu'on en fait. Le slogan, en fait, c'est juste pour capture, comme on dit, on capture, c'est tout. Alors que, et très généralement, les gens qui prononcent ça comme ça, à la va-vite, voilà, sans plus, sans ajouter quoi que ce soit, sans profonde pensée, sans même savoir, en fait, ce que ça signifie. Et actuellement, c'est le tort que je pose, en fait, aujourd'hui. Donc, les Camerounais, les personnes désireuses de changement, les combattants, les résistants, et voilà, tout ce qui se travaille d'un commun accord ou pas du tout, hein, tout ce qui concerne en fait ou englobe la sphère camerounaise, emploie très souvent le terme changement. On veut le changement, on lutte pour le changement, oh le but c'est le changement, oh le changement. On emploie toujours le même thème, la même expression, mais on ne sait pas en réalité ce que c'est que le changement.
On ne connaît pas, on n'a pas saisi en fait le concept même, ce que veut en fait le terme changement. C'est qu'on le prononce juste, c'est devenu tellement banal, mais après, voilà quoi, on ne sait plus et on ne sait pas vraiment à quel sens s'ouvrir. Alors j'ai pris le temps de faire des recherches pour voir à peu près comment des philosophes, des psychologues, des sociologues ont conçu le changement ou alors ont pensé le changement. Et j'ai essayé de faire des approches systématiques par rapport à la sphère camerounaise et à la sphère sociétale camerounaise que nous avons actuellement. Et surtout dans le contexte actuel que représentent les élections, les après-élections et le non-hold-up électoral. En outre, les gens, en fait, ou alors je vais dire les Camerounais, se sont dit en plus que, en fait, si Biya partait, ça y est, c'était là le changement. Peut-être ça peut être un début de changement, mais ce n'est pas véritablement, comment dire, le changement, quoi. Et donc, moi, principalement, et Serge, du moins notre équipe, nous luttons, euh, nous luttons pour le changement des mentalités au Cameroun parce qu'on sait très bien que si les Camerounais évoluent dans leur mentalité, changent leur façon de voir les choses, alors que ce soit le professeur Maurice Kamto, qui est d'ailleurs le président élu, ou alors un autre, je ne sais pas, une autre personne, une autre personnalité politique, on sera prêt en fait à accepter cette personne-là et accepter ses idées. Et donc, le fait est que, en réalité, c'est nous, en fait, qui devons opérer le changement. Et ceci étant fait, ou alors ceci étant dit, on se rend compte que, avec ou sans Maurice Kamto, si les Camerounais veulent vraiment le changement, ils sont capables d'amener à existence le changement dont ils rêvent tant, dont ils ont espoir depuis de bien longues années, en fait. Alors, je vais commencer en fait par vous définir, en fait, pas définir, mais vous expliquer en quelque sorte ce que représente le concept même du terme changement. Alors, le changement, c'est le passage d'un état à un autre dans des domaines très divers et à des niveaux très divers. Passage d'un état à un autre, passage d'un état vers un autre. Alors, selon la nature également, le passage c'est selon la nature, selon la durée et selon l'intensité. On parlera dans ces cas-là d'évolution, de révolution, de transformation, de métamorphose, de modification, voire de mutation. Mutation, généralement, est beaucoup plus, comment dire, pris dans le cadre génétique. Par exemple, on va dire une mutation, par exemple, d'un lézard ou d'un serpent, c'est-à-dire il change, il laisse son ancienne peau et il se revêt de sa nouvelle peau. Donc, ce changement de peau, par exemple, est beaucoup plus vérifié au niveau des reptiles. Donc là, c'est le terme mutation. Maintenant, au niveau de la génétique humaine, on peut parler d'évolution. Bon, selon les scientifiques, par exemple, qui disent que les gorilles sont passés de gorilles à humains. Voilà, c'est une espèce de mutation, mais ça, c'est selon la science. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Maintenant, quand on parle d'évolution, évolution, c'est-à-dire on était, par exemple, je vais prendre le cas, par exemple, d'un enfant à la maternelle et qui, bien des années plus tard, on va dire 6 ans, se retrouve en terminale. Ça, c'est une évolution. Et ça rentre dans le concept de changement. Maintenant, quand on parle de révolution dans le cadre politique, par exemple, c'est que comment dire, c'est-à-dire qu'on peut même avoir plusieurs régimes, c'est-à-dire un, 2, 3, 4, plusieurs formes de régimes de gouvernement ou de dirigeants qui se sont suivis, mais ayant le même mode de fonctionnement. Et donc, la révolution apparaît en réalité comme un nouveau système. Je prends un exemple. Pendant bien des années, par exemple, en France, peu importe comment dire, les différents rois qui ont siégé, ils avaient la même manière de gouverner jusqu'à ce qu'on arrive au régime démocratique. Donc là, on parle de révolution. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la transformation. La transformation, par exemple, c'est comme on peut prendre, comment dire, vous voyez l'or à l'état brut. Et puis, on transforme et l'or à l'état brut est perçu parfois comme de la boue. Et en réalité, quand il y a filtre, ou le pétrole, voilà, prenons le pétrole, c'est encore mieux. Le pétrole à l'état brut, c'est comme de la boue. Et quand ça passe par des raffineries, des traitements, etc., au final, on a une espèce de liquide inflammable qui est pur, comment dire, dépouillé de toute impureté.
Et ça, c'est une transformation. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une métamorphose. La métamorphose, par exemple, dans le cadre de, on va dire, la chenille qui devient papillon. Vous voyez, la chenille commence son système de vie étant une chenille, un petit truc qui rampe. Et à un moment donné, bah, ça devient un joli papillon avec des ailes. Là, on parle de métamorphose. Et on peut également parler de modification. Modification, ça rentre par exemple dans le cadre de l'ADN. L'ADN, c'est, je vais prendre un autre exemple scientifique. Par exemple, on essaie de modifier, parce que moi j'ai vu des exemples avec Planète, où on a pris l'ADN d'un tigre et l'ADN d'un lion, et on a fusionné et ça a donné ce qu'on appelle un ligre. Donc une espèce de félin également qui combine à lui tout seul l'ADN d'un tigre et d'un lion. Ça aussi, ça c'est ce qu'on appelle une modification de l'ADN. Mais tous ces termes-là, évolution, révolution, transformation, métamorphose, modification, mutation, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le changement. Ceci dit, et ceci étant donné, quand je pose la base et que je fais déjà comprendre ce que c'est que le changement, chacun se fait déjà en fait une idée de ce que voilà peut représenter cette notion, ce concept-là. Maintenant, dans le cadre politique, je vais dire que on distingue deux types de changements. Par exemple, il y a le changement endogène, c'est-à-dire le changement dont les causes dues à ce changement sont internes. Par exemple, une révolution politique, ce qui nous concerne. C'est-à-dire que le changement dont on a besoin, en fait, les causes qui nous poussent vers ce changement-là, vers cette mutation-là, sont internes. C'est-à-dire que les personnes qui s'en plaignent, c'est les personnes qui subissent et c'est les personnes qui désirent ce changement-là. Donc, on parle de changement endogène, c'est-à-dire lié à l'intérieur. Maintenant, changement exogène, c'est-à-dire où les causes sont plutôt de l'extérieur. Bon, l'extérieur, c'est pas vraiment politique, mais comme exemple, on peut prendre par exemple la révolution de la téléphonie, du téléphone. Vous voyez qu'on a eu plusieurs téléphones et au fur et à mesure que le temps a évolué, on est quitté par exemple du Nokia, comme on disait avant, écran qui à l'iPhone aujourd'hui. Ça, c'est un changement exogène. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, c'est selon les définitions que j'ai eues, c'est un changement endogène, c'est-à-dire les causes partent de l'intérieur. Voilà. Alors, une chose est sûre, c'est que le changement n'est pas toujours, comment dire, bien accueilli. Ce n'est pas toujours... c'est-à-dire qu'on parle de changement, en réalité, comme j'ai donné la définition, passage d'un état à un autre, il y a toujours, bien évidemment, des conflits qui rentrent par-ci, par-là, etc. Et chez les humains, généralement, le changement suscite des réactions diverses allant de l'espoir, bien évidemment, à la phobie, en passant par le rejet, que j'ai appelé également la néophobie. C'est-à-dire que les gens veulent bien le changement, mais ils ont peur du changement. Ils ne sont pas prêts à assumer le dit changement. Et moi, comme je l'ai pensé en fait au terme de mes études aujourd'hui, je me suis dit, en réalité, si nous voulons que tout reste tel quel, tel que les choses sont actuellement, il faut que tout change parce que la vie n'est pas statique, le temps n'est pas statique. Et que si on vivait dans un Cameroun parfait, comme je veux dire, comme certains ont la prétention de le croire à l'époque d'Aïdjo, et qu'à ce moment donné, là, le Cameroun était parfait, bah, le Cameroun serait resté parfait si le temps était statique et qu'on n'évoluait pas. Mais à partir du moment où le temps avance, les saisons avancent, les besoins se font grands. Et donc, l'époque Aïdjo, même aujourd'hui, ne suffirait pas aux besoins actuels parce que le monde a considérablement évolué. Et donc, si nous voulons en réalité que les choses restent telles quelles, en réalité, il faut opérer constamment des changements pour maintenir en réalité la situation de confort qui nous sied. Alors, Alexis de Tocqueville, mon philosophe sociologue préféré, dans l'ancien régime de la Révolution de 1856, et Kurt Lewin également dans le groupe de décision et changement social de 1982 pensait exactement pareil. C'est-à-dire que on se retrouve, comment dire, dans des situations où même si on veut le changement, il y a d'abord quelque chose que les gens n'arrivent pas à intégrer. C'est-à-dire que le changement, bien évidemment, aura toujours des obstacles. Or, il se trouve que
actuellement, dans ce qui nous concerne, la sphère camerounaise, on a des objectifs à atteindre. On a des objectifs à atteindre. Et les objectifs concernant le changement, c'est accepter l'idée qu'il puisse déjà avoir un changement. Parce que beaucoup de gens actuellement sur Facebook, dans les directs, dans les exposés, dans les groupes, dans les marches, ils courent en fait. Oh, le changement, le changement, le changement. Mais est-ce que vous êtes vraiment prêts? Si oui, à accepter qu'il y ait effectivement le changement. Ou alors vous voulez que le changement, c'est les autres qui le fassent et pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut déjà accepter l'idée qu'il puisse avoir le changement. Ensuite, œuvrer pour qu'il y ait changement. Et enfin, accomplir le processus de changement jusqu'au bout. La conduite du changement est l'ensemble des opérations mises en œuvre au sein d'une organisation pour lui permettre de s'adapter à l'évolution de l'environnement. On parle ainsi de la modification de caractère par l'apprentissage. Pourquoi je parle de modification de caractère? Modification de caractère parce que quand j'ai parlé de la définition, parce que je vais toujours de temps en temps revenir à la décision de la décision de la définition du changement pour que vous compreniez. Quand on dit passage d'un état à un autre et qu'on parle de modification d'un caractère, c'est bien que l'état actuel, je veux dire, l'état qui nécessite qu'on passe de celui-là, d'un état A à un état B, c'est bien que celui-là n'est plus suffisant. Il montre des limites, il montre des incompétences, des insuffisances. Et donc, oui, il faut un changement. Maintenant, si on veut partir de là pour une autre étape et qu'on maintient les mêmes caractères, même façon de penser, même façon de faire les choses, sincèrement, il n'y a pas de changement. Du coup, oui, le processus même du changement entraîne la modification des caractères des uns et des autres pour un apprentissage meilleur de ce qu'est véritablement la notion du changement. Et donc, parmi les opérations mises en œuvre actuellement dans la diaspora, et je vais également dire au Cameroun, pour qu'il y ait changement, il y a des directs de fumage, les directs que je fais par exemple, même si, bien évidemment, les gens continuent de se plaindre que oui, l'insulte et tout ça, les gens, bien évidemment, ne s'arrêtent que sur la forme et pas sur le fond. S'il fallait reprocher sur le fond, qu'est-ce que vous avez à dire sur le fond? Faites fi des insultes et restez sur le fond. Sur le fond, qu'est-ce qu'il dit? Quel est le message principal qui en ressort? Ensuite, on a les directs pédagogiques. Les directs pédagogiques et les directs analystes, c'est les directs, par exemple, que Bibou Nissak peut faire ou alors les directs que le procès Niamsi peut faire. Parce que c'est des directs où, quand tu te mets devant ces directs-là, vraiment, tu prends des notes, tu es enrichi. Quand tu sors de là, tu as quelque chose d'extra, quelque chose de un plus, en fait, que tu as acquis comme connaissance. Et ces directs-là également font partie de la méthode que les moyens nous permettent d'avoir pour dans le processus même du changement. Ensuite, on a les recherches. Ce que moi, j'ai constamment et j'ai pris le temps à chaque fois d'expliquer aux Camerounais, c'est que même si on vous donne n'importe quelle information, faites l'effort considérable de faire des recherches pour vérifier la véracité de cette information. Faites les recherches en réalité pour ne pas être bête, parce que les recherches, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, on a les bibliothèques dans nos téléphones, on a les Google et tout ça qui nous permettent de ne pas être stupides. Donc, on ne peut pas seulement avoir nos téléphones pour faire le commérage ou alors pour être à la une des conneries sur Facebook. Non, nos téléphones peuvent également nous servir à faire des recherches, à être éduqués, à acquérir de nouvelles connaissances. En outre, on a les réunions, les meetings, les conférences, les séminaires, les marches, les actions coup de poing, comme celles organisées par la base, etc. Ensuite, on a les contributions. Contributions fiduciaires, contributions temporelles, contributions au niveau de l'espace, je veux dire du lieu, etc. Tout ça rentre dans les opérations mises en œuvre pour le changement au Cameroun. Je reste encore dans la sphère du Cameroun parce que c'est la sphère qui nous intéresse. Donc, conduire le changement revient dans le cadre de la résistance, comprendre et apprivoiser la nouveauté
que vous nous amenez le procès Maurice Kamto. Parce que oui, le procès Maurice Kamto nous a amené une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir. C'est-à-dire que jusqu'à lui, si d'ailleurs aujourd'hui sa victoire n'est pas flagrante, c'est bien que il y a des personnes qui se sont découragées parce que les Camerounais, comment dire, depuis des années maintenant, à chaque fois qu'ils se sont intéressés aux élections, on parle on parle de 2008, on parle de 2011, on parle des dernières élections qui se sont organisées, il y a eu toujours détournement de vote. Toujours détournement de vote, des élections ont toujours été truquées. À chaque fois, c'est pareil. Et donc, il y a plein de Camerounais qui se sont dit, si en fait, une élection de plus ou de moins, en réalité, ça ne change rien, le résultat sera le même. Et c'est pour ça qu'il y a eu un taux d'abstention record au fur et à mesure que le temps évolue, les jours passent. Les Camerounais se sont désintéressés à la chose politique, à ce qui concerne en fait les élections et tout ça, parce qu'ils ont dit, bof, la politique, c'est pas pour moi, bah, c'est pour les autres, c'est pour les vieux, etc. Et donc, malheureusement, les dernières élections, il y a plein de personnes qui se sont abstenues, qui ne se sont même pas inscrites, qui n'ont même pas eu de carte d'électeur. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient marre de la même chose qui revenait encore et encore. Mais heureusement que malgré tout, les résultats demeurent et restent. Le professeur Maurice Kamto a gagné les élections et il montre aux yeux du monde entier que non seulement on peut gagner des élections, mais également on peut les défendre à la loyale sans pour autant appeler aux armes, sans pour autant, il est stratégique, il est posé, il y va avec les moyens de droit et il met sa vie en jeu, il met sa famille en jeu pour les Camerounais. Et cette manière de faire les choses, cette façon de voir les choses, cette façon de faire la politique, on n'avait pas vu depuis belle lurette au Cameroun. Donc oui, quand on parle de changement, il faudrait que les Camerounais soient prêts, dans le cadre de la résistance, à comprendre et à apprivoiser la nouveauté. Oui. Et ensuite, qu'on soit à même d'intégrer également sa méthode. Parce que bien évidemment, même moi, j'ai contesté cette méthode parce que je me suis toujours dit, de mon point de vue à moi, bien évidemment, qui peut être très erroné ou pas, mais ça dépend de chacun. Je me suis toujours dit en réalité que le régime en place devait être traité sans pitié. Parce que c'est ce régime-là qui est un destructeur d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a tellement de jeunes au Cameroun qui ont perdu l'espoir à cause de ce régime. Et pour moi, j'ai tellement la rage et la passion de voir ce régime tomber. Et à cause de ça, je n'ai jamais véritablement adhéré en fait à la méthode, à la façon de penser du procès, parce que lui, sa méthode, elle est pacifique. Sa méthode, c'est utiliser les moyens de droit, les moyens légaux. Alors que moi, je me disais, pour moi, les Camerounais doivent descendre dans la rue et aller chasser Bia et tout dit, quitte à marcher à pied. Donc, moi, c'était ma façon des choses. Mais je me rends compte que sa méthode à lui marche. Il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on peut s'être trompé de jugement. Et que, voilà, moi qui languis après le changement, je dois également me mettre dans la tête que mine de rien, c'est lui le leader et c'est à nous d'intégrer sa méthode et de lui faire confiance, surtout dans l'environnement sociétal, le cadre qui est le nôtre actuellement. On a bien vu que tout a été fait en réalité pour lui coller tout au corps, c'est-à-dire, oui, on voulait lui mettre un soulèvement, un coup d'État, on voulait tout lui coller au corps au point où les actions d'adultes vaccinés qui ne sont même pas au pays, qui sont à Paris, on a voulu dire que oui, c'est lui, alors qu'il n'était même pas au courant ni du monter, ni du descendre, ni de quoi que ce soit. Parce que bien évidemment, ceux qui sont allés prendre l'ambassade n'étaient pas du tout du même avis que le procès, c'est-à-dire utiliser les moyens légaux. Je suis sûre, et je n'en doute pas, si on avait demandé la permission au procès Maurice Kamto de faire ce qu'on a fait, il nous aurait dit non. Il nous aurait interdit de faire ce qui a été fait à l'ambassade. Parce que pour lui, ses moyens en lui sont légaux. Et donc aujourd'hui, oui, accepter ou alors vouloir le changement, c'est également essayer de comprendre sa méthode à lui, essayer de l'apprivoiser et de l'intégrer et de lui faire confiance, surtout dans le cadre de la gestion gouvernementale et populaire que peut représenter le Cameroun. Parce que c'est deux concepts tellement ambigus et complexes. C'est-à-dire que la gestion du gouvernement camerounais est complexe. Pourquoi? Parce que
on a affaire à un groupuscule de personnes qui sont décidées à s'accaparer ou alors à se maintenir au pouvoir, coûte que vaille, au prix de tout. Et comment dire, franchir ce mur en béton là, il faut vraiment, vraiment ne pas abandonner. Il faut vraiment tenir jusqu'à la dernière énergie. Ensuite, il y a la gestion populaire qui n'est pas également chose facile parce que en face, on a un peuple qui ne comprend pas, qui est encore novice en fait, on va dire, qui est dans les balbutiements d'une politique qu'il découvre. Parce qu'avant, on disait politique, politique, politique. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, il y a des amis, il y a des relations amicales qui se sont brisées parce qu'il y a des uns et des autres qui ne comprenaient pas en réalité la profondeur de ce que pouvaient en fait représenter les élections actuellement cette année. Et donc, oui, les gens n'ont pas compris ça. Donc, gérer un peuple qui est en balbutie encore au niveau de la politique, qui en dehors de ça est pauvre. Parce que oui, le peuple camerounais est pauvre. On parle quand même de 50% au chômage et 50% de pauvreté et 40% au chômage. Et donc oui, malheureusement, il est très compliqué de gérer avec un peuple comme ça. C'est que le peuple, il faut tout lui apprendre. Il faut tout lui expliquer. Il faut faire ce que j'appelle très souvent le débriefing du débriefing. C'est-à-dire que malgré que tu aies l'idée, que tu essaies d'expliquer, il faut expliquer l'explication. C'est ça le drame actuellement. C'est-à-dire que le professeur Maurice Kamto a des murs, des obstacles en béton armé qu'il doit franchir. C'est-à-dire que même si il réussit à arriver à étudier et à être président, il risque d'avoir en face de lui un peuple qui n'est pas prêt à accepter le changement. Alors oui, encore une fois, les objectifs reviennent. Est-ce qu'on est prêt à accepter le changement? Est-ce qu'on est prêt à œuvrer pour le changement? Et est-ce qu'on est prêt à s'engager dans le processus pour établir un véritable changement au Cameroun? Parce que oui, parler de changement, dit changement, 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 chant lexical du changement, très bien. Là, on se retrouve carrément dans des slogans publicitaires, changement. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il y ait véritablement un changement? Est-ce qu'on est prêt par rapport à ça? On parle quand même d'un pays où 37 ans de gouvernance ont favorisé un développement, comment dire, je vais dire, je ne sais pas quel terme je vais employer, dramatique, ou alors, en fait, c'est carrément catastrophique, comment dire, de tout ce qui peut être tard sociétal. Pourquoi? La véritable question, c'est, oui, vous voulez le changement, mais pourquoi vous voulez le changement? Est-ce que je peux vous rappeler pourquoi est-ce qu'on veut le changement? On veut le changement pour plusieurs raisons, à tous les niveaux de la société. Et j'ai essayé d'énumérer plusieurs structures. C'est-à-dire que je commence par l'agriculture. Notre agriculture est embryonnaire. Le Cameroun est notre pays, mais mine de rien, c'est quand même une honte qu'aujourd'hui, en 2019, dans les champs, on cultive encore avec la houe, on cultive encore avec la machette, on cultive encore avec les outils qu'on utilisait à l'âge de la pierre taillée. On a eu des tracteurs qui sont arrivés pour essayer de booster l'agriculture au Cameroun. On a créé des événements comme le comice agro-pastoral, tout ce que vous voulez. Mais quand les tracteurs sont arrivés, on les a parqués dans une brousse quelque part à Ebolova, un truc dans le genre. Et pourtant, on a une agriculture embryonnaire qui n'avance pas, qui fait du statu quo. Pourtant, on dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je vais m'abstenir de dire des bêtises parce que je ne maîtrise pas toutes les données. Mais à un moment donné, le Cameroun nourrissait le Gabon, le Nigeria, du moins les pays limitrophes et le Tchad. C'est-à-dire l'avocat, les légumes, bâtons de manioc, le piment et tout ça. C'est des cultures vivrières qui quittaient le Cameroun pour ces autres pays-là. Et pourtant, on aurait pu faire des merveilles. On aurait pu faire des merveilles, c'est-à-dire briller par cette agriculture-là, puisqu'on a des terres fertiles et dans d'autres pays, ils sont feignants. Donc, on a quand même des Camerounais qui bossent. Les cultures qui quittent du Cameroun pour l'étranger, c'est des cultures qui ont été
c'est un travail qui, comment on dit, qui a épuisé nos mamans du village, les jeunes du village qui ne partent pas à l'école. C'est-à-dire, ils partent au champ à 4 heures du matin pour faire les récoltes, pour semer, avec un matériel typiquement archaïque qui date des années dinosaures. Et donc, comment est-ce que vous voulez qu'on soit développé si notre agriculture est encore au stade embryonnaire? Comment est-ce que vous voulez qu'on réussisse ça? C'est un coup de miracle. Donc oui, il faut du changement à ce niveau-là. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on copie des techniques pour que l'agriculture soit, si possible, 10 fois plus rentable. 10 fois plus rentable pour que les bénéfices soient plus accrus. Par exemple, on a besoin de changement à ce niveau-là. J'ai pris également un autre système. Je vais parler du système démocratique, par exemple. Le système démocratique au Cameroun a clairement besoin d'une métamorphose, d'un changement drastique. Parce que notre système démocratique est hémiplégique, il est paralysé, il n'avance pas. C'est-à-dire qu'on a beau prêcher les années indépendance, on est quitté du maquis à l'indépendance, etc. Depuis 37 ans, on a fait du statut, pas de 1, 2, 3, 4 soleils, on est resté sur place. On n'a pas avancé, on est resté sur place. Qu'est-ce qu'on a fait? Au contraire, dans notre système démocratique, on est passé, comment dire, d'un système gouvernemental au temps d'Aïdjo. Déjà, Aïdjo lui-même a eu le pouvoir du colon. Ensuite, pouvoir qu'il a transmis comme la communion au roi actuel. Et le roi actuel ne veut pas laisser le pouvoir. Et donc, oui, c'est quoi ce système démocratique? Quand on dit démocratie, on parle normalement de alternance au pouvoir. Ça, c'est les cours de ces niveaux 6e. Éducation à la citoyenneté, alternance au pouvoir et un respect du code électoral. Machin. On raconte ça, on récite ça comme mon papaye. Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est très bien. Encore une fois, des slogans. Encore une fois, des slogans. Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Alternance au pouvoir. Machin. Pouvoir et division des pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir ceci. Si tu demandes un Camerounais, c'est quoi la démocratie? S'il a fait l'école et qu'il se souvient de ses cours d'éducation à la citoyenneté, il va te raconter ça parce que c'est des slogans. C'est des slogans pour les hommes politiques, mais lui, il a retenu ça uniquement pour avoir sa moyenne en éducation à la citoyenneté. Ça n'a pas été plus utile que ça, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais eu d'alternance au pouvoir. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire sont retenus entre les mains d'une seule personne. Du coup, de quelle démocratie on me parle au Cameroun? Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. On ne respecte pas les libertés individuelles. On ne respecte pas la déclaration des droits de l'homme. On ne respecte pas le droit de voter. On ne respecte pas le droit de marcher. Puisque quand je dis droit de voter, c'est que vous votez, mais on vote quand même. Du coup, votre vote n'est pas respecté. Donc, à quel moment on respecte ou alors on parle de démocratie au Cameroun? À quel moment? Ou alors on est démocratique sur le papier, mais en réalité, on pratique autre chose. Et je ne vais même pas parler de royauté. Moi, je vais parler de système traditionnel du village, c'est-à-dire qu'on a un chef traditionnel et puis on a ses sous-fifres qui font comme au village. Oh, Ndanda, papa, c'est tout ce qu'on fait en fait. C'est tout ce qu'on fait. C'est qu'on a un chef du village qui prend des décisions, que ce soit au niveau de l'exécutif, du législatif ou du judiciaire. Le pouvoir n'est pas séparé. Il n'y a pas d'institution forte au Cameroun. Tout est corrompu à tous les niveaux. Et donc, de quel système démocratique parlons-nous? Ensuite, moi, comme autre sujet, j'ai parlé par exemple de la société en décrépitude, c'est-à-dire une société qui est minée par le vol, par le viol, par la corruption, par l'escroquerie, par la méchanceté, par la jalousie, par la médisance, par l'amorphisme. Les adjectifs qualificatifs ne tarissent pas. Aujourd'hui, ceux qui ont fait les directs avant moi n'ont fait que parler de la solidarité. Notre société est minée par tous les maux possibles. On dirait qu'on vit à Sodome et Gomorrhe, où il y a tous les maux possibles de la terre qui se retrouvent au Cameroun. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même des aveugles. Parce que moi, j'appelle ces gens des aveugles. Parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Alors, ces personnes-là qui disent que le Cameroun est un pays de paix, mais de quelle paix vous parlez quand les gens ont faim?
De quelle paix vous parlez quand les gens sont pauvres? De quelle paix vous parlez quand les gens ont perdu espoir? Vous vivez dans la peur, vous vivez dans l'amorphisme, c'est-à-dire un état, comment on dit, statique, un peu comme une pâte d'argile. On n'avance pas, on n'évolue pas, on est là statique, comme une statue. On est amorphe, on dirait des zombies. Et donc oui, oui, une société pareille, minée par tous les maux de la société. Est-ce qu'on n'a pas besoin? Parce que c'est bien beau de parler de changement, mais là, je vous cite tous les domaines qui en ont besoin, en fait, dans notre société. En outre, on a la structure géographique. Quand je parle de structure géographique, je parle du problème de la densité démographique au Cameroun. C'est-à-dire, par exemple, Douala et Yaoundé sont réputés pour être des villes qui abritent le plus de personnes au Cameroun. C'est-à-dire, entre guillemets, où il y a le plus d'emplois également. Parce que c'est des villes dites développées, beaucoup plus développées, par exemple, que quelle ville je vais prendre. Que quelle ville je vais prendre, par exemple, que Pouma. Je ne sais pas, Pouma, c'est une ville, non? Oui. Et donc, c'est le problème actuellement. C'est le problème que ça fait partie des problèmes que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun ont déploré. C'est-à-dire que même dans leur ville, Bamenda, Kumba, dans leur fief, c'est-à-dire ce qui leur appartenait au moins, on n'a pas respecté ça. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu trouver dans tout le Cameroun des avocats anglophones, des maires anglophones, un gouverneur anglophone. Ils ont quand même demandé le minimum basique, c'est-à-dire avoir dans leur culture de ce qu'ils ont reçu comme héritage colonial, avoir dans leur ville des gens qui essayaient au moins de comprendre comment dire, leur vie, leur façon d'évoluer. Les gens qui essayaient de comprendre comment on peut, parce que c'est pas du tout la même chose en fait. Le système anglophone et le système francophone, c'est deux mondes complètement différents. Et donc, oui, les anglophones ont cherché à avoir des leaders, des représentants de l'État, des représentants de la loi qui au moins étaient des anglophones. Parce que on avait eu le temps de discuter avec Dikoum Victor qui nous expliquait que ce n'était pas évident à un moment donné pour des anglophones de quitter on m'a dit, de classe 1, on m'a dit de la SKIL en terminale, et finalement se retrouver dans des universités francophones. On va voir un enfant qui a fait tout son cursus anglophone, et au final, l'université qui est au Cameroun, ce n'est qu'une université francophone. Par exemple, il n'y avait pas d'université, par exemple, comme on dit, la technique. Quelqu'un peut aller faire mécanique, industriel et tout ça. Système anglophone. Du coup, il y a plein de nos frères anglophones qui sont, après leur cursus, c'est-à-dire le 6e en terminale, qui se sont retrouvés en train d'être des sauveteurs, des vendeurs, des callboxers, des bensikineurs ou alors des ménagères pour les filles. Au point où, à un moment donné, dans les familles au Cameroun, quand tu voulais avoir une bonne chez toi, tu partais la chercher à Bamenda, à Tiko, à Moutenguene, à Kumba et tout ça. Ça fait partie des injustices que la population anglophone déplore. Et c'est ça, en réalité, le problème de la structure géographique. Ensuite, on a ce qu'on nous a pondu comme excuse qui s'appelle équilibre régional. Équilibre régional, soi-disant au niveau des concours. Oui, mais non. À un moment donné, le Cameroun, à cause de l'équilibre régional, aura à sa tête des abrutis, des cons, des idiots, qui en réalité sont là parce qu'on a juste voulu que, comment dire, à Douala, il y ait telle personne, comment dire, à Douala, il y ait tel nombre de Douala, à Yaoundé, il y ait tel nombre de Yaoundé, à Maroyat, non. L'équilibre régional est une excuse pour favoriser la corruption. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre un nordiste, un Bamileke, un Yaoundé, un littoral. Ils sont tous des Camerounais. Donc, ce qui devait primer, c'est la méritocratie. Au pire, dans chaque ville, vous leur affectez leurs dirigeants à eux. Pourquoi est-ce que vous voulez faire l'équilibre régional, par exemple, à Yaoundé? Et je ne sais pas moi, aller prendre l'excuse de prendre quelqu'un de Douala ou de Bamenda ou je ne sais trop quoi pour venir dire que bon, on le met à Yaoundé parce que l'équilibre régional. Laissez cette personne
je ne sais pas moi, être maire de sa ville ou, je ne sais pas moi, avocat de sa ville ou gouverneur de sa ville, si vous voulez trop pratiquer l'équilibre régional, encourager le fait que s'il y a l'université de Douala, qu'il y ait l'université de Yaoundé, qu'il y ait l'université de Bamenda, qu'il y ait l'université dans chaque ville du Cameroun. Par exemple, quelqu'un qui a fait son cursus, je vais prendre un exemple très simple, hein. Quelqu'un qui a fait son cursus de 6e en terminale à Kribi, il est obligé, à un moment donné, s'il veut continuer avec l'école, de sortir de Kribi pour aller continuer ses études, soit à Yaoundé, soit à Douala, soit à Bamenda pour l'école normale de Bamenda, soit à Tchang pour l'école des agronomes, etc. Dans chaque ville du Cameroun, il devait y avoir une université. Et donc, le plus méritant serait la personne qui travaillerait pour développer son pays. Donc, l'équilibre régional, c'est une grosse arnaque. Ça masque énormément de corruption et d'incongruité parce que les gens disent équilibre régional, équilibre régional. Pff, si vous êtes bête, vous êtes bête. Normalement, quand on parle de concours, on doit prendre les plus méritants. C'est-à-dire que c'est ton cerveau qui prime. Ce n'est pas parce que tu es Douala ou Yaoundé, ou je vais dire, ou Nordis, ou Bamenda. Non, il faut refaire tout ça. Ça fait partie des choses qui doivent être changées. En dehors de ça, moi, je parle également de... J'ai parlé... je vais rajouter comme autre sujet l'état théologique, métaphysique ou positif, ou encore l'utilisation de la pensée et du raisonnement. Pourquoi je dis ça? Parce que on a plein de Camerounais qui, malgré le fait qu'ils soient allés à l'école, ils n'utilisent pas. On ne sait pas à quoi ils sont pas. On ne sait pas à quoi l'école leur a servi, en fait. Et curieusement, on a également d'autres Camerounais qui ne sont pas du tout allés à l'école, mais qui comprennent un certain nombre de choses. Et donc, l'utilisation de la raison, l'utilisation de la pensée, en réalité, ce n'est pas magique, en fait. Ça ne relève pas du miracle. Il suffit de faire des efforts. Et ça, je parle de ça tout le temps. Chaque fois que je suis en direct, je dis toujours aux gens, arrêtez de prendre comment dire, les pensées préétablies, les décisions préétablies et en faire des acquis. Apprenez, même en terminale, c'est ce qu'on appelait le doute cartésien. Mettez toujours un point d'interrogation. Apprenez à poser les bonnes questions et arriver à la bonne conclusion parce que ça encore, c'est un autre tard au Cameroun. C'est-à-dire qu'on réussit à se poser toutes les bonnes questions qu'il faut, mais on parvient, on en arrive à la mauvaise conclusion à chaque fois. C'est terrible, ça relève du miracle. Limite, j'ai même envie de dire que les Camerounais ont les pouvoirs à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils savent très bien quel est le problème. Ils savent à peu près comment ils peuvent parvenir à la solution. Et malheureusement, à la fin, le résultat des courses, on ne sait pas comment ils se plantent. C'est un peu comme essayer de vouloir résoudre une équation à deux inconnus. Je ne suis pas très bonne en maths, mais c'est un peu à peu près ça. Il y a un développement normalement qui est censé être cohérent et logique et on en arrive à un bon résultat. Si le développement est bon et que le résultat est faux, il faut te poser les questions. Même le prof de maths va se demander ce qui n'a pas marché. Même le prof de maths va se demander ce qui n'a pas marché. Alors, de deux choses l'une. Soit le développement est bon et on arrive à la mauvaise, comment dire, on arrive au mauvais résultat. Et dans ce cas, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Soit le développement est mauvais et on en arrive au bon résultat. Là encore, il faut se poser des questions parce qu'on doit se demander si vous êtes sorcier. Parce que mine de rien, au Cameroun, on a véritablement ce problème de cohérence. On n'est pas cohérent. Et ce problème de cohérence-là tue beaucoup de Camerounais. C'est-à-dire que c'est vrai que les Camerounais n'ont plus honte. C'est encore vrai que les Camerounais, comment dire, et que comme on dit, vous avez vendu la honte aux chiens pour parler au quartier terre à terre. Vous avez vendu la honte aux chiens. Donc, et avoir honte en réalité, ça ne vous fait plus rien, ça ne vous dit plus rien. Donc, quelqu'un peut, de manière très logique, dans sa tête, bien évidemment, se placer en direct, dire que Biya est monté, Biya est descendu, et à la fin se retrouver ministre de la Justice au Cameroun. Et les gens vont trouver ça normal. Et les mêmes Camerounais qui l'insultaient vont aller devant son portail pour faire les courbettes, s'asseoir et dire « Oh, cher ministre, oh, papa ministre, oh, c'est Dieu qui a donné. » Les Camerounais n'ont plus honte. Les Camerounais n'ont plus honte. On ne sait pas où est-ce que vous avez foutu votre cervelle, en fait. On ne sait pas. Parce que on n'en arrive pas. En fait, j'arrive pas à croire que
on réussisse à tolérer l'intolérable. On réussisse à accepter, on réussit à accepter l'inacceptable. Et on trouve ça logique. C'est-à-dire que quelqu'un finit de s'exprimer de bout en bout, de A à Z, comme on dit, et il n'a même pas, comment on dit, ça ne tilte même pas dans sa tête que, mais qu'est-ce que je viens de prendre comme connerie? Qu'est-ce que je viens de raconter comme sornette? C'est pour ça que personnellement, je vous encourage à lire L'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto, parce que quand il parle de urgence de la pensée, vous ne croyez pas si bien lire. C'est vraiment l'urgence de la pensée. C'est qu'il est urgent que les Camerounais mettent leur raisonnement à bon escient, à profit. Il est urgent qu'ils se posent et utilisent leur cervelle comme il se doit. Parce que mine de rien, le Camerounais, c'est le seul extraterrestre qui va te parler de solidarité et qui va voir, par exemple, son voisin avec qui il n'est pas très en accord se faire voler et il va dire tant mieux pour lui. Pourtant, quelques minutes auparavant, il t'avait prêché la carte de la solidarité. On a fait des directs aujourd'hui pour parler de solidarité, pour encourager les Camerounais à s'aimer, à s'aider, à s'entraider, à être solidaires les uns les autres. Peu importe la tribu, Douala, Yaoundé, Bamenda, Nordiste, tout ce que vous voulez. Tout ça, pour moi, c'est des titres. Quand vous tous là, vous vous retrouvez en France, vous faites front contre les Blancs, soit disant que non au racisme. Pourtant, vous-même, dans vos locaux, vous ne vous supportez pas. C'est ça la cohérence. Vous n'êtes pas cohérent. Et du coup, vous n'êtes plus crédible. Il est bien vrai que la majorité s'en fout du crédit. C'est-à-dire qu'au Cameroun, quelqu'un peut se permettre le luxe de ne pas être crédible et il n'a rien à craindre. Quelqu'un peut s'offrir le luxe d'être con et de débiter des conneries et il n'a rien à craindre de la masse parce que la masse, c'est idiote. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Donc, on a des gens qui perdent facilement en crédit et qui s'en foutent. Et puis quoi? De toutes les façons, ainsi de suite, ainsi va la vie. Donc, il est urgent, il est important, il est capital, il est primordial que les Camerounais s'adonnent, mais vraiment, à ce que moi j'ai appelé, à ce que le professeur Moïse Kamto a appelé l'urgence de la pensée, l'utilisation de la pensée et du raisonnement. C'est important parce que ça met, non, ça vous prévient. Il y a ce côté préventif. Je ne sais pas pourquoi vous préférez le côté curatif, mais il y a ce côté préventif. En fait, ça vous protège des énormités qui peuvent sévir actuellement dans le contexte camerounais. En outre, il y a également le conflit des classes sociales. C'est-à-dire que le pauvre produit plus au niveau du travail, le pauvre produit plus, mais en profite le moins possible. Et le riche produit moins et en profite le plus possible. Je m'explique. On a des jeunes, des gens, les fonctionnaires, du moins ceux qui sont encore intègres dans la fonction publique. C'est des gens, des enseignants par exemple, les policiers qui ne sont pas corrompus. C'est des gens qui travaillent avec l'âme, le cœur sur la main. C'est des gens qui ont les 12 ans, 15 ans, 20 ans de service, qui n'ont jamais reçu une quelconque promotion, qui n'ont jamais reçu une quelconque gratification, une quelconque reconnaissance de leur travail. Mais ces personnes-là travaillent plus et travaillent vraiment pour le développement du Cameroun, que ce soit le développement dans la conscience, dans l'économie, dans tout ce que vous voulez. Ensuite, on a les Issa Chiroma Bakari qui sont clairement des bras cassés qui ne servent à rien, mais c'est eux qui sont ministres dans nos gouvernements, les René Sadiq. C'est eux qui sont porte-parole de nos gouvernements. Il y a une plaque tournante de groupuscules de personnes qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui en réalité ne servent à rien et n'avancent pas. Mais c'est ces personnes-là et leurs enfants qui profitent du travail des gens qui travaillent, des gens qui se donnent vraiment à cœur, qui se donnent vraiment corps et âme dans leurs tâches pour faire évoluer leur pays. Ça, c'est un conflit pas possible. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours... Et en dehors de ça, ce problème n'a plus que générer des jalousies, des comportements, je vais dire, hideux, au niveau de la jeunesse, surtout au niveau de la jeunesse. Parce qu'on a des jeunes, par exemple, qui voient
qui aujourd'hui préfèrent en fait la facilité. Je me suis toujours dit que je n'ai pas me permettre de juger une fille qui aura choisi de se prostituer pour devenir quelqu'un ou je ne sais, je me suis toujours dit ça parce que mine de rien, c'est à cause des problèmes comme ça. Parce que le Cameroun, notre pays, ne valorise pas le mérite. Notre pays ne valorise pas, n'est pas gratifiant, n'est pas reconnaissant, n'encourage pas au dur labeur. Un jeune va se demander, mais pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à aller à l'école, à aller ceci, à travailler, alors qu'il suffit simplement que je me prostitue et j'ai ça. La preuve, la société a érigé en modèle les prostituées. C'est-à-dire que la société a érigé en modèle des prostituées. C'est-à-dire, on a des jeunes, des femmes qui sont réputées sur la toile, mais ce ne sont pas des exemples. Vous voyez ce que je veux dire? Mais mon but n'est pas de juger quiconque, parce que voilà, la société encourage ça. La société favorise, parce que quand quelqu'un voit comment le travail n'est pas récompensé, ou alors qu'on n'a même carrément pas de travail, et qu'il observe qu'il y a une voie plus facile, entre guillemets, il va s'adonner à la facilité. Et donc, oui, il devient plus compliqué, ça devient de plus en plus compliqué de juger ces jeunes-là, de juger ces personnes-là qui font ces choix-là, parce que la société ne leur a pas donné autre choix. Je vous prends un exemple. On a un jeune aujourd'hui qui est intervenu sur le direct de Maître Corbeau. Il a eu le bac, ça fait bientôt 4 ou 5 ans aujourd'hui, que je raconte, peut-être même 6 ans. Il n'a eu personne pour lui envoyer à l'école, personne pour l'envoyer à l'école. Personne. Personne n'a été là pour lui. Personne ne lui a payé ses études. Personne. Si demain, il va au marché central parce qu'il a faim, il vole un téléphone, on va l'attraper, on va le tabasser, on va mettre les roues sur lui, on va le brûler. Pourtant, il a essayé. Aujourd'hui, il vit des répétitions, il est intelligent. Mais combien se retrouvent dans, voilà, 6 ans, combien se sont retrouvés dans ce cas de figure-là? On ne naît pas bandit, je suis désolée, sauf si, voilà, peut-être il y a des exceptions, je ne sais pas, mais on ne naît pas bandit, on ne naît pas prostitué. Tu te retrouves en face de certaines situations de la vie qui te poussent à commettre certains choix. Il m'est difficile, je parle de mon cas, là ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Chacun sait comment il prend position sur la chose, mais il m'est difficile pour moi de juger quelqu'un comme ça en face de ce type comment dire, d'action. Parce que regardez, il y a tout le monde, la société est tellement compliquée. Aujourd'hui, on lui a dit, si tu vas marcher samedi, tu vas marcher pourquoi? Il a dit, pour retrouver espoir. L'expression de son visage, la phrase, pour retrouver espoir. On comprend qu'il n'est pas le seul. Il y a plein de Camerounais là qui ont perdu espoir. Ils sont nombreux qui ont perdu espoir en tout et pour tout. La société les a aplatis, mastiqués, machin. Sur le direct de Platini, de Platini, non, toujours de Maître Corbeau, on a eu un jeune, bac plus 5. Il était fier d'être boutiquier. Bac plus 5 au Cameroun. Il était fier d'être boutiquier. C'est-à-dire que le système formate, appuie, mastique, broie toute forme d'intelligence, de telle enseigne que peu importe les efforts que vous allez fournir, ils vont tout faire pour que vous n'alliez pas plus loin que le bout de votre nez. Ils veulent tuer vos rêves dans l'œuf. Ils veulent vous empêcher de rêver. Parce que tout devient impossible si tu n'as personne qui est derrière toi. Tout devient juste impossible. Pas de vie, pas de famille, pas d'école, pas de rien du tout. Et là, oui, moi, je suis là ce soir pour vous rappeler que quand vous dites que vous voulez le changement, pour quelle raison vous voulez le changement? Pour quelle raison? Est-ce que vous dites changement, 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 sans savoir exactement pourquoi vous voulez ce changement-là? Et si vous voulez ce changement, est-ce que vous êtes prêt à assumer le changement? Est-ce que vous êtes prêt
à mettre tout en œuvre pour le changement. Est-ce que vous êtes prêts? L'analyse en fonction de la société, parce que quand je parle du terme changement, la question qu'on a à se poser, c'est la résistance au changement. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que on rencontre autant d'adversité quand on parle de changement? Pourquoi est-ce que on a des gens qui veulent nous empêcher en réalité d'évoluer dans ce sens-là? Pourquoi? Comme je disais, revenons à la définition, changement, passage d'un état à un autre, passage d'un état vers un autre. Actuellement, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la paix entre guillemets, mais en réalité, c'est la peur. Et beaucoup de Camerounais se sont confortés dans cet espace clos qu'ils appellent paix. Mais ce n'est pas la paix. C'est un miroitage. C'est la peur, c'est la terreur. La preuve, c'est que quand on se place en direct pour dire allez marcher, les gens, il y a des gens qui viennent nous dire si vous voulez marcher, venez à Yaoundé. Oh, venez marcher. C'est pourquoi? Parce que selon eux, pas selon eux, selon les faits établis, quiconque va marcher est brutalisé. Quiconque va marcher est traumatisé. Quiconque va marcher, il en va de... C'est à ses risques et périls. Et donc, oui, les gens se sont confortés dans ce système de peur-là. Et le système de peur, en réalité, a été instauré volontairement par le régime Biya. Pourquoi? Pour maintenir les Camerounais, et là je parle de tous les Camerounais, vieux, jeunes, hommes, femmes, pour les maintenir assujettis. C'est-à-dire que même si vous voulez le changement plus que tout le monde, vous n'êtes pas prêt à payer le prix de ce changement. C'est ça la différence. Même si vous désirez le changement plus que tout au monde, même si vous êtes prêt, même si vous en avez marre du système VIA, tout a été mis en œuvre pour vous assujettir parce que tout se passe dans le mental. Tout a été mis en œuvre pour que vous pensez, pour que vous... On essaie de vous d'instaurer, d'inculquer la terreur pour que à chaque fois, même si vous désirez le changement plus que tout le monde, vous n'êtes pas prêt à payer le prix du changement. Vous n'êtes pas prêt à rentrer dans le processus même qui veut qu'on arrive au changement. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, oh, le combat continue, oh, ne brisez pas la révolution, oh, tout ça, c'est sur Facebook. Tout ça, c'est des slogans. S'il n'y avait pas Facebook et qu'on quittait, on disait descendons dans la rue. Moi, je suis prête. Moi, j'ai déjà tout sacrifié, je n'ai plus rien à perdre. Moi, mon fardeau à moi, je parle de moi, mon fardeau à moi, c'est l'éducation. Quand je vois quelqu'un dire qu'il voulait et partir à l'école et qu'il n'a pas pu, j'ai mal parce que je me suis retrouvée dans le même cas de figure. Quand je vois quelqu'un dire qu'il veut être médecin, mais il est obligé de se contenter d'une formation d'infirmier parce qu'il n'a pas les moyens, j'ai mal. J'ai envie de dire à cette personne que moi, c'est là. Tant que je suis, même si c'est la dernière chose que je dois faire sur terre, tu seras médecin. Mon fardeau à moi, c'est l'éducation. Tous les jeunes qui ont intervenu sur les directs aujourd'hui, depuis que la journée a commencé, ont eu le même refrain. D'autres derrière, d'autres de là, mais le problème était le même. Les problèmes convergeaient au système éducatif. Ça ne va pas. Quand tu as le bac et que tu arrives à l'université, tu te dis que, oh, enfin, tu as le bac, tu fais partie des élites. Non, au contraire, c'est là que tout commence. Et c'est aussi là que tout s'achève. Parce que tu viens avec les rêves et tu pars déçu, démoralisé, n'ayant accompli aucun rêve. Tu commences à chercher les alternatives pour survivre. Et donc, oui, beaucoup de personnes ont peur parce qu'on les a inculqué le culte de la terreur. Vous sortez, on vous tire dessus. Vous sortez, on vous machaca, comme on dit en espagnol. Vous sortez, vous sortez. On vous a terrorisé. On a tout fait pour vous faire entrer dans vos cervelles que vous montez, vous descendez, vous sortez, on va vous tuer.
C'est ça le but. Et c'est pour ça que les gens ont tellement peur que ça fait partie de ce qu'on a comme mur en béton. C'est-à-dire qu'on aura beau vouloir le changement, on aura beau tout faire pour le combat, la révolution, on aura en face de nous un mur. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Les gens ne veulent pas s'engager. Le changement, oui, mais on n'est pas prêt le prix. Du coup, on veut rester dans sa zone de confort. Le professeur Maurice Kamto a dit quelque chose quand on l'a arrêté. Il disait aux parents que nous, on a déjà tout fait. Chers parents, sortez et venez défendre l'avenir de vos enfants. Laissez vos enfants à la maison, mais vous sortez. Vous sortez. Quel parent est sorti? Ils sont très peu. C'est pour ça qu'on a pu arrêter 200. C'est pour ça qu'on a tiré sur les uns et sur les autres. Et donc, oui, quand je vais dire à ma mère que je vais faire un direct où j'ai envie de venir au Cameroun, ah, ne viens pas, si tu viens ici, on va te mettre en prison. Combien d'amitiés j'ai perdu? Combien d'amis? Pas plus tard que récemment, j'ai perdu un ami à cause d'une phrase. Je lui ai dit, monsieur, il n'a rien compris. Il m'a dit, quand je partais du Cameroun, je parlais politique, mais on ne me connaissait pas. Il m'a dit, oh, je veux mon ami, je veux Stella, mon ami, je ne veux pas la politicienne. Donc, en fait, vous pensez que je souffre d'un dédoublement de personnalité. C'est-à-dire que je peux être avec certaines personnes et être une autre personne, et ensuite avec d'autres personnes et être encore une autre personne. Si moi-même je me comporte comme ça, vous n'aurez pas peur. C'est pour ça que moi je parle de cohérence. Il est prêt à accepter Stella son amie, mais il n'est pas prêt à accepter Stella la politicienne. Il dit, oh, la politicienne, ce n'est pas pour moi, je m'en fous de la politique. Donc, m'inquiéter pour des jeunes qui n'ont pas d'avenir, que l'avenir est trop, que l'avenir est incertain, c'est ça la politique. Pour vous, c'est ça la politique. La politique, pour vous, c'est déplorer l'injustice des uns. Pourquoi? Tout ça parce qu'on est dans sa zone de confort, on a son travail, sa femme, ses enfants, on veut rester dans ce qui nous concerne, notre nombril compte plus que tout. Et passer ça, ben écoutez, le reste, on s'en fout. On peut massacrer tout le monde au nozo, on va bien dormir. Une jeune fille peut être accusée injustement, elle passe sa vie en prison, on va bien dormir. Et ouais, je veux mon ami, je ne veux pas la politicienne, je ne souffre pas d'un dédoublement de personnalité. Et je ne regrette pas de perdre des amis, entre guillemets, pareils. Parce que ces personnes-là sont nocives, et pour elles-mêmes, et pour le Cameroun. Parce que ces personnes-là n'encouragent pas au changement après lequel on languit. Se plaindre, décider, choisir, faire ses choix, prendre position par rapport à une injustice, ce n'est pas la politique. La politique, c'est qu'on veut déjà s'asseoir pour parler de convention de Genève, oh, l'avocat Moretti, les accords de Genève, les lois ratifiées, commissariat des réfugiés, la Cour pénale internationale, gestion du flux économique, nanani, la politique atlantique et outre-mer. C'est ça la politique. Mais quand je me place en direct pour dire que si les anglophones aujourd'hui se plaignent de leur situation, c'est parce qu'il y a eu ça, 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 ça. Si aujourd'hui je suis en direct, c'est parce que trop de jeunes ont payé le prix et ce n'est pas juste. Normalement, les jeunes, vous devez comprendre que vous êtes une génération sacrifiée. Il est inadmissible qu'à notre âge, à l'âge de Christian, à mon âge, à l'âge de Nelson, 25 ans, on soit une génération sacrifiée, alors que c'est ce qu'on appelle, qu'on dit jeunesse, fer de lance de la nation. C'est à ce moment donné qu'on devait faire nos preuves. C'est à ce moment donné qu'on devait travailler pour développer notre pays. On devrait être cadre dans telle entreprise, mettre en place des systèmes de X et Y pour développer comme ça, comme ça, comme ça. Dans d'autres pays, c'est ce qui se passe. Mais dans le nôtre, ce n'est pas ce qui se passe. Chaque jour, on dit, oh, la jeunesse, c'est le fer de lance. Oh, la jeunesse, c'est un de demain.
Quand on parle de jeunesse, on parle toujours au futur. Vous pensez qu'on est jeune éternellement? Vous pensez qu'on est jeune éternellement? On est jeune une fois. On est jeune une fois, ensuite on vieillit. Et donc, quand on est jeune, on est sacrifié sur l'autel de la médiocrité, de l'injustice et de la malgouvernance. Bac plus 5 boutiquier, bac plus 5 colboxeur, bac plus 5 coiffeuse, bac plus 5 vendeuse de bénéficiariat. Et vous voulez développer quel pays? Et on vous parle de faire de lance de la nation. Vous allez lancer quoi avec quel fer? Vous partez où? C'est quoi vos projets? Donc, pour continuer, j'ai bien dit que j'allais dépasser mon temps. Les formes de résistance, je finis bientôt. Hein. Les formes de résistance que nous, résistants, on a en face de nous, c'est-à-dire les gens, les formes qu'on a en réalité, c'est que nous, on veut un changement, mais ceux qui s'opposent à ce changement-là, on a l'inertie par laquelle la résistance est larvée. Et quand je parle de larvée, ça vient de l'expression larve. C'est qu'elle est devenue flasque. Elle n'avance pas, elle ne bouge pas, elle est juste là. Exprimée par des non-dits, c'est-à-dire qu'il y a une procrastination des résistants. Toujours cette faculté à remettre à demain. On va faire ci, on va faire ça. Il faudrait qu'on pose des actions là sur le tas. On fait quoi et on fait point. Arrêtons de dire on va arrêter de conjuguer vos verbes au futur. Si on parle de résistance ou alors pour aboutir à une révolution, si on veut un changement, le changement là, arrêtez de conjuguer ça dans le futur. Vous voulez le changement, payez le prix pour le changement et mettez-vous en place. Appliquez les solutions là pour l'instant, pour le moment, à l'instant T, pour maintenant. Ensuite, on a les argumentations qui donnent lieu à des discussions sans fin. Oui, on va faire quoi? Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que, un peu comme ce que Momo se met en... Oui, mais le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Non, le président Paul Biya est en train de mettre en place des systèmes pour que les jeunes aient bientôt. On est toujours dans une argumentation avec des discussions sans fin. On verra, on va, ainsi de suite. Ensuite, on a des personnes qui disent vouloir le changement, mais qui en réalité œuvrent contre le changement. Nous sommes là, on dit qu'on veut le changement. On veut un changement profond des mentalités. On veut un changement drastique. On veut que les choses partent de la racine aux pointes. C'est ce qu'on veut, qu'on parle de changement. On ne veut pas juste que Biapa, parce que ça ne sert à rien. C'est Biapa et que pour aller signer ta carte d'identité, tu te dois encore de corrompre au commissariat. Ça ne sert à rien. On aura fait tout ça pour rien. On veut un changement profond. Et le changement profond ne peut être fait que par les Camerounais, pas par le gouvernement. Qu'on ne se leurre pas. Par les Camerounais. Un changement imposé est un changement auquel on s'oppose. Un changement imposé est un changement par lequel c'est un changement auquel on s'oppose. Mais certains changements ne sont pas négociables. Quand on dit Biya must go, c'est un changement bien évidemment non négociable. Le professeur Moïse Kamto est le président élu. Ça, c'est non négociable. Il y a des changements qui ont eu lieu. On doit les applaudir. C'est des exemples qui ont commencé et qui doivent nous servir de leadership. C'est-à-dire, apprenons à copier le bon exemple. C'est-à-dire, on voit des choses qui marchent, qui ont fonctionné et on essaye de faire pareil. Et dans ce cas de figure, on a le professeur Moïse Kamto qui apporte au fond, c'est-à-dire dans la noirceur, dans les ténèbres dans lesquelles on était plongé au Cameroun, le désespoir, le professeur Maurice Kamto nous apporte une lueur d'espoir. Il a redonné à beaucoup de personnes l'envie, l'espoir, le goût de vivre à nouveau, de faire à nouveau des choses
Ça, c'est un changement positif. On a par exemple, comme autre exemple, on a Pouli Hikingé qui a subi d'énormes injustices au Cameroun. Enfermé injustement, maltraité injustement, abus de ses libertés, de ses droits, de ses finances, abus à tous les niveaux. Et lui, aujourd'hui, en tant que Camerounais, il lutte pour que un autre Camerounais lambda ne subisse plus les mêmes affres. Et il est encore en prison parce qu'il veut le changement. Il paye le prix du changement. En outre, on a des personnes, quand on parle de changement et qu'on parle de solidarité, on a des personnes qui sont prêtes à aider les autres, même sans les connaître. Je ne te connais pas, mais tu es mon compatriote. Je comprends ta douleur. Je me mets à ta place. Je veux t'aider. Je veux venir. Je veux subvenir à tes besoins dans la mesure du possible. Et cette personne-là, je vais dire, ces personnes-là font, comment dire, concourent au changement. Leur participation est cruciale. Moi, j'ai connu une personne comme ça qui m'a montré la voie. Et cette personne, c'est Serge Anango. Et ensuite, il m'a inculqué à moi et à tout ce que je connais autour de lui cette manière de faire. C'est que tu aides quelqu'un sans connaître la personne. Et ça, je le fais, j'y tiens. Et tu l'aides de tout ton cœur. Aider quelqu'un, ce n'est pas prendre sur son superflu, non. Aider quelqu'un, c'est prendre vraiment ce que... C'est-à-dire que te mettre à la place de la personne et aider la personne comme si c'était toi. C'est ça le patriotisme, c'est ça la solidarité. Des Serge Anango, il n'y en a plus. Du moins, s'il y en a, mais on ne les connaît pas. Ils sont combien? Parce que chacun lutte pour son ventre. Personne ne veut quitter sa zone de confort. Personne ne veut quitter sa zone de confort. L'idée même des indépendances, nos anciens héros, les Moumiers, les Martin Paul Sambalé, Atangana, tous ces anciens révolutionnaires-là qui ont lutté dans les maquis pour que nous, aujourd'hui, on puisse s'exprimer librement, pour qu'on puisse avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle l'indépendance. C'est bien la preuve qu'ils ont pensé le changement et qu'ils ont payé le prix pour le changement que nous vivons aujourd'hui. Les Camerounais qui croient en nous, qui sont prêts à nous soutenir, qui chaque jour au tribunal militaire partent scander Kamto, président Paul Biya en prison, etc. Vous-même, regardez, ces personnes-là veulent le changement et sont prêts à payer le prix du changement. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour changer? La motivation, bouger les lignes, l'apprentissage et l'intériorisation des valeurs collectives parce que oui, aujourd'hui, on a perdu les valeurs collectives au point où on soutient ce qui n'est même pas soutenable, ce qui n'est même pas envisageable qu'on puisse soutenir. Alors, aujourd'hui, oui, chaque jour, moi, j'ai tenu à faire cette présentation-là aujourd'hui pour mettre les points sur les i. Parce que, oh, le changement, on veut le changement, mais est-ce que vous êtes prêts au vu de cet exposé? Est-ce que vous êtes prêts à accepter l'idée même du changement et à payer le prix pour le changement? Et pour finir, à mettre tout en œuvre pour avoir ce que vous désirez le plus que tout au monde, le changement. Si oui, rendez-vous le 13. Partez prouver à Paul Biya que vous voulez le changement. Bonne soirée. Je vous laisse entre les mains de la Twins.